Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver et je vais poursuivre la lecture du roman de Charles Dickens et Wilkie Collins qui s'intitule L'Abîme. Donc, comme vous savez, j'aime bien vous parler d'art et aujourd'hui, j'ai choisi un tableau pour illustrer notre lecture. C'est un tableau de William Buss qui s'appelle Le rêve de Dickens. Donc, je vous le montre, c'est peut-être mieux. Le voici, donc on y voit Charles Dickens en train de rêver à tous les personnages qu'il a créés dans ses romans. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce tableau sur Internet ou en vrai, puisqu'il se trouve au musée Charles Dickens à Oxford. Et dites-moi à l'aide du hashtag VBN si ce tableau vous plaît. Je serai ravie de lire tous vos commentaires. Mais reprenons tout de suite notre lecture. Je vous souhaite un très bon moment. En vérité, il s'interrompit brusquement. L'homme d'affaires, si j'étais à votre place, je ne voudrais pas m'agir. Ne craignez rien, fit Wilding. Tenez, continua-t-il en prenant sur un meuble un gros livre de musique. Voici un Handel. Qui est cela ? Handel, Mozart, Kent, Purcell, le docteur Anne de Green, Mendelssohn. Je connais tous les chœurs de ces maîtres. C'est la collection de la chapelle des enfants trouvés. Les belles anciennes. Pourquoi ne les apprendrions pas tous ensemble ? Ensemble ? Que veut dire cet ensemble ? S'écria l'homme d'affaires exaspéré qui apprendra ces anciennes. Le patron et les employés. À la bonne heure, c'est autre chose. Pendant un moment, il avait cru que Wilding allait lui répondre l'homme d'affaires et le client, vous et moi. Non, ce n'est pas autre chose, reprit Wilding. C'est la même chose. La musique doit surtout servir de lien entre nous. Monsieur Bintrey, nous formerons un chœur dans une quelque paisible église près du carrefour des Éclopés. Après, nous aurons avec joie chanté ensemble. Nous reviendrons ici dîner ensemble avec plaisir. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est de mettre ce système en pratique dans le plus bref délai possible, de façon que mon nouvel associé se trouve établi en arrivant dans la maison. Grand bien vous fasse, s'écria Bintrey en se levant. Est-ce que Leydell sera aussi l'associé de Handel, Mozart, Haydn, Kent, Purcell, le docteur Anne, Green et Mendelssohn ? Je l'espère. Je souhaite que ces messieurs en soient contents. Adieu, monsieur. Ils se serrèrent la main et se séparèrent. À peine Bintrey serait-il éloigné que l'on frappa à la porte. Quelqu'un entra dans le bureau de Wilding par une porte de communication qui s'ouvrait dans la salle où se tenaient les commis. C'était le chef des garçons de cave de Wilding & Co., jadis chef des garçons de cave de Peeblesson. Joy Leydell lui-même, un homme lent et grave, comme architecture humaine, un portefaix. Il était vêtu d'un vêtement foncé et d'un tablier à bavette, qui ressemblait à la fois à un paillasson et à la peau d'un rhinocéros. Quant à la même nourriture et au logement même, M. Wilding, non jeune maître, dit-il en entrant d'un ton bourru. « Quoi, Joey ? Eh bien, s'il faut parler pour moi, M. Wilding, je n'ai jamais parlé ni ne parlerai pour d'autres que pour moi. Je n'ai aucun besoin ni d'être nourri, ni d'être logé. Si cependant vous désirez me loger, me nourrir, soit. Je puis manger comme tout le monde, et je me soucie moins de l'endroit où je mangerai que ce qu'on me fera à manger. Ne vous en déplaise. Est-ce que tous vos employés vont aussi vivre chez vous ? Mon jeune maître, les 2 autres garçons de la cave, les 3 porteurs, les apprentis, les hommes de journée, tout le monde ? Oui, Joey, et j'espère que nous formerons une famille unie. Bon, Joey, je l'espère pour eux. Pour eux ? Dites aussi pour nous. Joey Leydell secoua la tête. Ne comptez pas trop sur moi pour cela, monsieur Wilding. Ce n'est pas à mon âge et après les circonstances qui ont formé mon caractère qu'on se prend tout à coup pour aimer la société. Lorsque Peeblesson neveu me disait « Joey, tâche donc de prendre une figure plus enjouée », je leur ai souvent répondu « C'est bon
C'est bon à vous qui êtes accoutumés à boire du vin, d'avoir un visage gai. Moi, je ne fais que les respirer par les pores de ma peau. Pris de cette façon, il agit différemment. Autre chose, messieurs, de remplir vos verres dans une bonne salle à manger bien chaude, en poussant des hip hurrahs vigoureux et en portant des toasts aux convives. Autre chose de s'en remplir soi-même par les portes et par les poumons, au fond d'une cave, et noire, basse et noire, et dans une atmosphère moisie. Ah, monsieur Waldin, mon jeune maître, j'ai été garçon de cave toute ma vie. J'ai appliqué toute mon intelligence au travail et me voilà aussi abruti qu'un homme peut l'être. Allez, vous ne trouverez pas plus abruti que moi. Vous ne trouverez pas non plus mon égal en humeur noire. Chantez, videz gaiement vos verres. On dit que chaque goutte que vous répandez sur vous efface une ride. Je ne dis pas non. Mais essayez de humer le vin par vos pores quand vous n'en avez pas besoin, et vous verrez. Je suis désolée de ce que vous me dites, Joey, répondit Waldin. Et moi qui avais espéré que vous réuniriez une classe de chant dans cette maison. Moi, monsieur Waldin, mon jeune maître, vous ne prendrez pas Joey Lidle à s'occuper d'harmonie, une machine à avaler, monsieur. C'est tout ce que je puis être en dehors de mes caves. L'esnoma n'est pas mauvais. Cependant, je vous remercie, puisque vous pensez que je vaux la peine que vous voulez prendre en me faisant vivre chez vous. Je le veux, Joey. N'en parlons plus, monsieur. Mais n'êtes-vous pas sur le point de prendre le Georges Vandal comme associé dans cette maison? Oui. Un changement de plus. Au moins, vous ne changerez pas encore la raison sociale. Ne faites pas cela. Vous l'avez déjà fait une fois, je vous le demande. N'aurait-il pas mieux valu conserver Peblesson & Co., qui avait toujours eu de la chance? On ne doit point risquer de changer la chance quand elle est bonne. Je ne modifierai point la raison sociale, Joey. Je suis content de l'apprendre. Monsieur Waldin, et je vous souhaite le bonjour. Mais vous auriez certainement mieux fait de conserver Peblesson & Co. Vous auriez mieux fait. La femme de charge entre. Le lendemain, Walter Waldin était assis dans la salle à manger, prêt à recevoir les postulantes et à ses autres fonctions de femme de charge qu'il allait créer dans sa maison. Cette salle était une pièce entièrement boisée, parquetée de chêne avec un tapis de Smyrne fort usé. Le meuble était en acajou noir, un vieux serviteur de meubles qui avait connu plus d'une fois le baiser réparateur du vernis sous Peblesson. Le grand buffet avait vu bien des dîners d'affaires que Peblesson neveu ne marchandait pas sa clientèle, ayant pour principe qu'un bon commerçant ne doit jamais hésiter à donner libéralement un œuf pour recevoir un bœuf. 3 grands réchauds dormaient sur la grande cheminée qu'il couvrait presque tout entière en compagnie d'une cave à vin qui affectait la forme d'un sarcophage et qui avait en effet, dans son temps, enseveli bien des liqueurs. Mais le vieux célibataire, Rubicon, en grande perruque à marteau, dont le portrait était accroché à la muraille, au-dessus de ce majestueux buffet, et qu'on pouvait reconnaître pour Peblesson, ne s'est-il pas avisé, lui aussi, d'aller habiter un sarcophage? Depuis lors, ces réchauds étaient demeurés froids, aussi froids que le vieux négociant lui-même. Tout, d'ailleurs, dans ce vieux logis, avait un air de vétusté glacée. Les griffons noirs et or qui supportaient les candélabres, tenant des boules noires et des chaînes d'or, montraient une mine piteuse qui semblait demander grâce pour une attitude si gênante qu'ils gardaient depuis longtemps. On voyait bien qu'à leur âge, ils ne se sentaient plus le cœur à jouer de la balle. Ils secouaient leurs chaînes comme pour jouer, comme pour protester qu'ils avaient bien acquis le droit d'être libres, et cependant, ils demeuraient enchaînés à la même place, devant les mêmes objets qu'ils regardaient avec tant d'ennui depuis tant d'années. Et rien ne changeait dans l'antique maison, rien que les maîtres. Justement, cette matinée d'été vit un événement aussi surprenant que la découverte d'un nouveau monde par le vieux colon. La découverte le ciel, à force de regarder d'en haut, découvrit le carrefour des éclopés. La lumière et la chaleur y pénètrent. Un rayon s'en vint jouer sur un portrait de femme.
suspendus au-dessus de la cheminée et qui composaient avec le portrait de Peblesson la seule décoration de la salle à manger de Waldine. Waldine contemplait cette peinture. Sa mère, à 25 ans, se disait-il. Et ses yeux suivaient, avec un ravissement, ce rayon béni. Il pensait qu'il avait accroché là cette toile afin que les visiteurs puissent admirer sa mère dans tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté. Quant à un autre portrait qui avait été fait de la morte, alors qu'elle avait 50 ans, il l'avait mis dans sa chambre à coucher comme un souvenir avec lequel il voulait toujours vivre. « Quoi, c'est vous, Jarvis ?» Ces mots s'adressaient à un des commis qui venait de passer la tête par la porte entrebâillée. « Oui, répliqua Jarvis. Je voulais seulement vous dire, monsieur, qu'il va être 10 heures et que plusieurs femmes attendent dans le bureau. » « Mon Dieu !» s'écria Waldine qui rougit et qui pâlit en même temps. « Sont-elles vraiment plusieurs ? J'aurais mieux fait de les faire introduire quand il n'y en avait qu'une ou deux. » Je les recevrai donc, chacune à son tour, Jarvis dans l'ordre de leur arrivée. Ce disant, il se retrancha alors derrière la table, s'enfonça bien dans son fauteuil et mit devant lui un grand encrier. Puis il donna l'ordre d'introduire les postulantes. Il lui arriva ce qui doit arriver, en semblable circonstance à tout célibataire connu pour être à son aise. Waldine fit défiler devant lui l'espèce ordinaire des femmes répugnantes et l'ordinaire espèce des femmes trop sympathiques. La première qui se présenta fut la veuve d'un boucanier, déterminée à s'emparer de lui quand même. Elle étreignait son parapluie sous son bras comme si elle se fût imaginé que ce parapluie était Walter Waldine lui-même et qu'elle le tenait déjà dans ses serres. Vinrent ensuite plusieurs de ces vieilles filles qui ont vu des meilleurs jours et qui arrivent armées de certificats cléricaux attestant que la théologie ne leur est point étrangère. Puis ce fut le tour des demoiselles qui s'offraient à Waldine pour l'épouser sans façon. Il vint encore des femmes de charge de profession, aux allures militaires, qui firent subir un interrogatoire en règle pour ses mœurs et ses habitudes. De languissantes malades pour qui la question des gages n'était que secondaire et qui chercheraient surtout le confort d'un hospice particulier, auquel il dut faire boire plusieurs verres d'eau sucrée pour les apaiser. Le courage de Waldine allait lui manquer quand une nouvelle venue se présenta. C'était une femme de 50 ans environ, bien qu'à certains moments elle parût plus jeune, par exemple lorsqu'elle souriait. Sa figure avait une remarquable expression de gaieté placide, qui semblait indiquer une égalité de caractère toujours bien rare. On aurait pu désirer une attitude meilleure, mieux soutenue, et il n'était pas jusqu'à son son de voix qui n'eût en parfaite harmonie avec la réserve de ses manières. Waldine acheva d'être séduit lorsqu'à la maison suivante, il lui fit avec douceur. « Quel nom inscrirai-je, madame ?» Elle répondit. « Je me nomme Sarah Goldstraw. Mon mari est mort depuis de longues années. Je n'ai pas d'enfant. » Cette voix frappa si agréablement l'oreille de Waldine, tandis qu'il prenait ses notes, qu'il ne se hâta point de les reprendre et qu'il pria madame Goldstraw de lui répéter son nom. Lorsqu'il releva la tête, le regard de l'étrangère venait de se promener autour de sa chambre et retourner vers lui. « Vous m'excuserez de vous adresser encore quelques questions, fit Waldine. »« Certainement, monsieur. Si je ne voulais pas être interrogée, je n'aurais rien à faire ici. »« Avez-vous déjà rempli les fonctions de femme de charge ?»« Une fois seulement. J'ai servi une dame qui était veuve. Je l'ai servie pendant 12 ans. C'était une pauvre malade qui est morte récemment, et c'est pourquoi vous me voyez en deuil. Je suis persuadée que cette dame a dû vous laisser les meilleures lettres de crédit, reprit Waldine. Je crois qu'il m'est bien permis de dire que ce sont les meilleures qu'on puisse avoir, répliqua-t-elle. J'ai pensé que vous épargnerez du temps et de la peine en prenant par écrit le nom et l'adresse de correspondante de cette dame, et je vous les ai apportés, monsieur. Elle déposa une carte sur la table. Madame Goldstraw, dit Waldine, en prenant la carte, vous me rappelez étrangement des manières et un son de voix auxquels j'ai déjà été accoutumée.
J'en suis sûre. Bien que je ne puisse déterminer en ce moment ce qui se passe dans mon esprit, mais votre air et votre attitude sont ceux d'une personne. Je devrais ajouter que cette personne était bonne et charmante. » Elle sourit. « Eh bien, monsieur, dit-elle, j'en suis ravie. »« Oui, reprit Wildin, répétant tout pensif ce qu'il venait de dire. Oui, charmante et bonne. » Et en même temps, il jetait un regard à la dérobée sur sa future femme de charge. « Mais sa grâce et sa bonté, c'est tout ce que je me rappelle. La mémoire est fugitive, et le souvenir est quelquefois comme un rêve à demi effacé. Je ne sais ce que vous pensez à ce sujet, Madame Goldstraw, mais c'est mon sentiment à moi. » Il est probable que c'était aussi le sentiment de Madame Goldstraw, car elle répondit par un signe d'assentiment. Wildin lui offrit de la mettre lui-même en communication immédiate avec le gentleman dont elle lui avait remis la carte. C'était un homme d'affaires qui habitait Doctors Commons. Madame Goldstraw lui en témoigna sa reconnaissance et comme Doctors Commons n'était pas fort éloigné, Wildin la pria de repasser au bout de 3 heures. Les renseignements furent excellents. Wildin gagea donc que Madame Goldstraw cette même après-midi. Elle devait entrer le lendemain et s'installer en qualité de femme de charge au carrefour des Éclopés. Madame Goldstraw s'installa sans bruit dans la chambre qui lui avait été assignée. Elle n'était point femme à déranger des domestiques. Et sans perdre de temps, elle se fit annoncer à son nouveau maître pour lui demander ses instructions. Wildin la reçut dans la salle à manger, comme la veille. Ce fut là qu'après avoir échangé les civilités d'usage, et ils s'assirent tous les deux pour tenir conseil sur les affaires de la maison. « En ce qui concerne les repas, monsieur, dit Madame Goldstraw, aurais-je à m'occuper pour un grand nombre de personnes ou pour vous seulement ? Si je puis me mettre à exécution un vieux projet que j'ai mûri, répliqua Wildin, vous aurez beaucoup de monde à table. Je suis garçon, Madame Goldstraw, et je désire vivre avec toutes les personnes que j'emploie, comme si elles étaient de ma famille. Jusqu'à ce que ce projet s'accomplisse, vous n'aurez à songer qu'à moi et à mon nouvel associé. Je ne puis vous renseigner à ce point quant à ce qui le concerne, mais pour moi, je suis bien à me donner, à vous comme un homme d'habitude régulière et d'un appétit invariable. »« Et les déjeuners ?» interrompit Madame Goldstraw. « Y a-t-il quelque chose de particulier, monsieur, pour vos déjeuners ?» Elle s'interrompit elle-même et laissa sa phrase inachevée. Ses yeux se détournaient de son maître et se dirigeaient vers la cheminée et vers ce portrait de femme. Si Wildin n'eût pas tenu désormais pour certain que Madame Goldstraw était une personne expérimentée et sérieuse, il eût pu croire que ses pensées s'égaraient un peu depuis le commencement de cet entretien. « Je déjeune à 8 heures, dit-il. J'ai une vertu et un vice. Jamais je ne me fatigue de l'art grillé et je suis extrêmement difficile quant à la fraîcheur des œufs. » Le regard de Madame Goldstraw se reporta enfin vers lui, mais à défaut de son regard, l'esprit de la femme de charge était encore partagé entre son maître et le portrait. « Je prends du thé, » continua Wildin, « et peut-être suis-je un peu nerveux à enclin à la patience lorsque je le prends trop longtemps après qu'il ait été fait. » Ce fut à son tour de s'arrêter tout net et de ne point achever sa phrase. Il n'avait pas été engagé dans la discussion d'un sujet aussi intéressant que celui-là. Madame Goldstraw, en vérité, n'aurait pu croire que ses pensées, à lui, commençaient à s'égarer. « Si votre thé attend, monsieur, reprit-elle, nouant poliment, le fil perdu de ce bizarre entretien. Si mon thé, répéta machinalement Wildin, il s'éloignait de plus en plus de son déjeuner. Ses yeux se fixaient avec une curiosité croissante sur le visage de sa femme de charge. « Mon Dieu, Madame Goldstraw, quelles sont donc ces allures et ce son de voix que j'ai connu et que vous me rappelez ? Ce souvenir me frappe aujourd'hui plus fortement encore que la première fois que je vous ai vu. Quel peut-il être ? » « Quel peut-il être ?» répéta Madame Goldstraw. Ces derniers mots, elle les avait dits de l'air d'une personne qui songeait à toute autre chose. Wildin, qui ne cessait point de l'examiner, remarqua que ses yeux erraient sans cesse du côté de la cheminée. Il les vit se fixer sur le portrait de sa mère. En même temps, les sourcils de Madame Goldstraw se contractèrent légèrement comme si elle faisait à cet instant un effort de mémoire dont elle avait à peine conscience.
Feu, ma pauvre chère mère, lui dit-il, quand elle avait 25 ans. Madame Goldstraw le remercia d'un geste. Pour la peine qu'il venait de prendre en lui, nommant l'original de cette peinture, son visage aussitôt se rasséréna. Elle ajouta poliment que ce portrait était celui d'une bien jolie dame. Waldine ne lui répondit pas. Il était déjà retombé dans cette perplexité qui le tourmentait depuis une heure et dont il ne pouvait plus se défendre. Encore une fois, il tenta de rassembler sa mémoire. Où donc avait-il vu cette air de figure? Où donc avait-il entendu ce son de voix de Madame Goldstraw qui lui rappelait si exactement? Pardonnez-moi, dit-il, si je vous fais une nouvelle question, qui n'a trait ni à mon déjeuner ni à moi-même. Puis-je vous demander si vous n'avez jamais occupé d'autre position que celle de femme de charge? Si, vraiment, répliqua-t-elle. J'ai débuté dans la vie d'une toute autre manière. J'ai été gardienne à l'hospice des enfants trouvés. J'y suis, s'écria Waldine, en repoussant violemment son fauteuil et en se levant. Par le ciel, ce sont les façons de ces excellentes femmes que les vôtres me rappellent si bien. Madame Goldstraw le regarda d'un air stupéfait et pâlit. Elle se contint pourtant, baissa les yeux et se tut. « Qu'y a-t-il » demanda Waldine. « Quelle est votre pensée ?» Monsieur, balbutia la femme de charge, dois-je conclure de ce que vous venez de dire que vous ayez été aux enfants trouvés? Certainement, s'écria-t-il. Je ne rougis pas de l'avouer. Vous avez été aux enfants, sous le nom que vous portez aujourd'hui? Sous le nom de Walter Waldine. Et la dame? Madame Goldstraw s'arrêta tout court, regardant encore le portrait. Ce regard exprimait maintenant à ne point m'y méprendre un vif sentiment d'alarme. « Vous voulez parler de ma mère ?» dit Waldine. « Votre mère, répéta-t-elle d'un air contraint, votre mère vous a retiré de l'hospice. » Quel âge avez-vous alors, monsieur? 11 ans et demi, Madame Goldstraw. C'est une aventure romanesque. Il raconta l'histoire de la dame voilée qui lui avait parlé à l'hospice pendant le dîner des enfants et tout ce qui avait suivi de cette rencontre. Il fit ce récit de ce ton communicatif avec cet air de simplicité qu'il employait en toutes choses. « Ma pauvre chère mère, continua-t-il, n'aurait jamais pu me reconnaître si elle n'avait su émouvoir par sa douleur une femme de maison qui eut pitié d'elle. Cette femme lui promit de toucher du doigt le petit Walter Waldine en faisant sa ronde dans sa salle. Ce fut ainsi que je retrouverai ma pauvre chère mère après avoir été séparée d'elle depuis que j'ai été au monde. Et je vous l'ai dit, j'avais alors pas plus de 11 ans. » Madame Goldstraw écoutait avec attention. Sa main qu'elle avait posée sur la table retomba inerte et froide sur ses genoux. Elle regarda fixement son nouveau maître, et son visage se couvrit d'une pâleur mortelle. « Qu'avez-vous » s'écria Waldine. « Qu'est-ce que cette émotion veut dire ? De grâce, savez-vous quelque autre chose du passé ? Avez-vous été mêlé à quelque autre incident qu'on ne m'a point fait connaître ? Je me souviens que ma mère m'a parlé d'une autre personne de la maison, envers qui elle avait contracté une dette éternelle et reconnaissante. Lorsqu'elle s'était séparée de moi à ma naissance, une gardienne avait eu l'humanité de lui apprendre le nom qu'on m'avait donné. Cette gardienne, c'était vous ? Que Dieu me pardonne, répéta Madame Goldstraw. C'était moi. Que Dieu vous pardonne, répéta Waldine épouvantée. Et qu'avez-vous donc fait de mal en cette occasion? Expliquez-vous, Madame Goldstraw. Et voilà, pour le savoir, il faudra attendre la prochaine émission. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne nuit, en tout cas pour ceux qui nous quittent, et une très bonne journée à ceux qui la démarrent. À très vite.